La première chose qui m'a semblé étrange, ce n'était pas ce qu'il a dit, c'était le ton qu'il a employé, si assuré, comme si ma réponse n'avait aucune importance. Ta sœur a 180 000 € de dettes. Tu vas les payer. Pas de colère. Pas d'explication, juste une décision déjà actée. J'étais encore à la table de la cuisine, mon manteau sur le dos, les clés à la main. Personne ne me regardait, comme s'il n'attendait même pas de réponse. Ma mère fixait ses mains jointes sur la table. Sinon, tu n'es plus notre fille, a ajouté mon père. Cela a tout tranché. Non pas parce que c'était plus douloureux, mais parce que cela rendait le choix simple. Je m'appelle Margot Cartier, j'ai 34 ans, ai-je dit calmement, juste pour reprendre contenance. Puis j'ai croisé son regard. Dans ce cas, je ne le suis plus. Un silence s'est installé, comme s'il s'attendait à ce que je me rétracte. Je ne l'ai pas fait. Je me suis levé. J'ai attrapé mes clés et j'ai rajusté mon manteau. Quelque chose brûlait sur la gazinière, une odeur de plat oublié. Je me suis demandé combien de temps il était resté assis là avant mon arrivée, à préparer ce coup sans moi. Personne ne m'a retenu quand je suis sorti. Le trajet jusqu'à mon appartement a été silencieux. Je ne pensais qu'à ce chiffre, pas à la conversation. 180 000 € ne tombent pas du ciel. Arrivé chez moi, je n'ai pas allumé la lumière. Je me suis assise à la table de la cuisine, fixant mon téléphone avant de le déverrouiller. Je m'étais dit que je voulais juste vérifier un détail. J'ai appelé ma banque, puis j'ai consulté mon relevé de situation, et j'ai commencé à lire, ligne par ligne, plus lentement que d'habitude. Les chiffres ne correspondaient pas. Certains comptes m'étaient totalement inconnus. Pourtant, j'ai continué. 5 jours plus tard, ils ont débarqué devant ma porte pour discuter. Mais à ce stade, je savais déjà tout. Le prêt d'origine était là, celui pour lequel je m'étais porté caution il y a des années, pour environ 45 000 €. Mais le solde n'était pas cohérent. Il avait été refinancé maintes et maintes fois, chaque nouveau prêt remplaçant le précédent, chaque fois plus lourd, étalé sur des durées plus longues, comme si quelqu'un cherchait à gagner du temps plutôt qu'à régler le problème. Cela expliquait une partie, mais pas tout. Il y avait d'autres comptes à mon nom, ouverts pendant la même période, des prêteurs que je ne connaissais pas. Des montants aberrants. Certains avaient fait l'objet de quelques versements. Puis plus rien. D'autres n'avaient quasiment jamais été utilisés. J'ai vérifié les dates, les adresses, les schémas. Plusieurs comptes étaient rattachés à une adresse où je n'avais pas vécu depuis des années, la maison de mes parents. Je me suis adossé en fermant les yeux. Non pas parce que je ne comprenais pas, mais parce que je comprenais trop bien. Ce n'était plus de la confusion. J'ai repris mon relevé et j'ai tout noté. Chaque compte, chaque solde, chaque date. Le total montait en flèche, dépassant largement les 180 000 €. Ce n'était pas une erreur isolée. C'était une suite de choix conscients, faits sur le long terme, avec mon nom apposé sur chacun d'eux. Je n'ai appelé personne cette nuit-là. Je n'en avais pas besoin. Le rapport en disait assez long. Le lendemain matin, j'ai tout repris, plus lentement, plus attentivement, en classant tout par ordre chronologique pour y voir clair. Une fois fait, cela a cessé d'avoir l'air compliqué pour devenir évident. Chaque refinancement intervenait juste avant que tout ne s'effondre. Chaque nouveau crédit ajoutait une pression supplémentaire au lieu de résoudre quoi que ce soit. Ce n'était pas précipité. C'était régulier, planifié. J'ai sorti les documents et comparé les signatures. Assez proches au premier coup d'œil, mais différentes. De petites différences, l'espacement, le tracé des lettres. J'ai revérifié les adresses, encore et encore, la maison de mes parents.
Je suis resté assise là, à fixer la feuille, laissant le constat s'installer. Ce n'était pas un accident. C'était une construction, étape par étape, en utilisant mon nom. Quelqu'un avait choisi cela, plusieurs fois. Je n'avais pas besoin de chercher plus loin pour savoir quand tout avait commencé, ce premier prêt, à l'époque où il semblait petit, gérable, temporaire. Nous étions dans cette même cuisine, mais l'atmosphère était différente, plus calme, il était plus facile de dire oui. C'est juste de la paperasse, avait dit mon père. Elle a besoin d'aide. Ça ne retombera pas sur toi. J'avais demandé combien de temps cela prendrait. Il avait répondu tout de suite, 1 an, peut-être 2. Raisonnable. Ma sœur hochait la tête, évitant mon regard. J'avais signé parce que je leur faisais confiance, parce que cela ne semblait pas risqué. Mais en étant assise ici, en voyant ce que cette décision était devenue, je voyais clair. C'était là que tout avait basculé. Tout le reste, les refinancements, les nouveaux comptes, l'usurpation de mon identité, je n'avais jamais donné mon accord pour ça. Rien de tout cela ne faisait partie de la conversation dont je me souvenais. C'est là que le changement s'était opéré. Ce n'était plus une question d'aider la famille, c'était devenu autre chose, quelque chose bâti dans mon dos pendant que je croyais que tout était sous contrôle. J'ai gardé mon téléphone en main plus longtemps que nécessaire, relisant les notes prises la veille, comme si elles allaient changer d'un coup. Elles n'ont pas bougé. Le schéma était toujours là. Les chiffres ne laissaient aucune place au doute. Un instant, j'ai pensé ne rien faire. Pas un vrai plan, juste une idée. Lâche. Peut-être que je pourrais attendre, leur parler d'abord, gérer ça sans impliquer personne d'autre. Ça aurait été plus simple, ou du moins, moins brutal. J'ai même songé à appeler ma mère, juste pour l'entendre dire que tout pouvait s'arranger discrètement, comme si les choses n'étaient pas déjà allées trop loin. Mais plus je restais assise là, plus c'était limpide. Attendre ne réparait rien. Les comptes étaient actifs, les soldes grossissaient, et mon nom était partout, que je choisisse de regarder la réalité en face ou non. Ne rien faire était aussi une décision, mais ce n'était pas une décision que je contrôlais. Alors, j'ai ouvert mes contacts et appelé le numéro au dos de ma carte. J'ai suivi les menus jusqu'au service fraude. Quand une conseillère a décroché, j'ai tout expliqué, calme, direct. Je dois signaler des comptes que je n'ai jamais autorisés. Il y en a plusieurs et ils sont tous à mon nom. Elle a vérifié mon identité, puis a passé chaque compte en revue, les signalant pour enquête. Aucune hésitation, juste une procédure. Nous ouvrons un dossier. A-t-elle déclaré. Vous devez immédiatement bloquer vos crédits. Je comprends. Ai-je répondu, et c'était vrai. J'ai suivi ces instructions pendant que nous étions encore en ligne. Une fois terminé, j'ai posé le téléphone et j'ai regardé mes notes. Rien n'avait changé sur le papier, mais quelque chose avait changé en moi. Je n'attendais plus d'explications. Dès le 2e jour, tout était déjà en mouvement. La banque a confirmé l'ouverture du dossier. J'ai contacté un avocat qu'un collègue m'avait recommandé, quelqu'un spécialisé dans les usurpations d'identité. Il n'a pas eu besoin de beaucoup d'explications. Il a examiné les documents silencieusement. Puis a énuméré les prochaines étapes comme s'il s'agissait d'une routine. Nous avons préparé des lettres recommandées avec accusé de réception à chaque créancier, contestant formellement les comptes et exigeant des preuves. J'ai signé tous les documents et je les ai laissés faire. Dès le 3e jour, les réponses ont commencé à arriver. Certains créanciers ont suspendu les activités. D'autres ont entamé leurs propres enquêtes. Quelques-uns ont demandé des preuves d'identité liées aux adresses indiquées.
Je savais déjà où cela mènerait. Certains comptes ont été bloqués. L'un d'eux a signalé un impayé après le gel. Des comptes, rendant toute résolution discrète impossible. Plusieurs de ces adresses renvoyaient à la maison de mes parents. Je ne les ai pas appelés. J'ai laissé les choses avancer sans moi, même en sachant que cela finirait par les rattraper. Il y avait quelque chose de libérateur à laisser le mécanisme se dérouler sans essayer de le contrôler. À ce stade, ce n'était plus privé. C'était documenté, suivi, révisé, et rien ne pouvait l'arrêter. Le premier appel est arrivé tard le 3e jour, mon père. J'ai regardé le téléphone sonner sans répondre. Quand cela s'est arrêté, la pièce est redevenue silencieuse. 1 minute plus tard, le message vocal est arrivé. Sa voix était différente, plus grave, moins assurée. Margot. Rappelle-moi. Il faut qu'on parle de ce que tu as fait. Un autre message a suivi, plus incisif. Tu ne comprends pas ce que tu as déclenché. Tu aggraves la situation pour tout le monde. J'ai écouté une fois, puis j'ai posé le téléphone. D'autres appels ont suivi, d'abord lui, puis ma mère. Je n'ai répondu à aucun. Chacun finissait sur la messagerie. Chaque fois, leur voix semblait plus fragile, moins sûre d'elle que la précédente. Le message de ma mère était plus court. On a reçu un appel concernant des comptes. Il faut que tu nous expliques. Elle ne semblait pas en colère. Elle semblait déstabilisée. C'était nouveau. Je suis resté assise là, regardant un énième appel arriver et s'arrêter. Le changement était infime, mais clair. Il ne me disait plus quoi faire. Il essayait de comprendre ce qui était déjà arrivé. Pour la première fois, il réagissait. Je n'ai toujours pas rappelé. Quoi que ce soit qui les ait rattrapés, cela ne venait pas de moi, et je n'allais pas intervenir pour gérer leur panique. À ce moment-là, ils n'appelaient plus pour être entendus. Ils appelaient parce qu'ils étaient face à un mur qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Son message est arrivé plus tard dans la soirée, plus long que tout ce qu'elle avait envoyé auparavant, et cela m'a forcé à ralentir la lecture. Cela ne commençait pas par des excuses. Cela commençait par une explication. Elle disait que le premier prêt était gérable, qu'elle avait réussi à suivre le rythme au début, qu'elle pensait pouvoir gérer. Quand les choses sont devenues tendues, elle a refinancé, se persuadant que c'était temporaire. Puis un autre prêt, puis un autre. Chacun destiné à réparer le précédent, jusqu'à ce que la situation devienne incontrôlable. Je pensais pouvoir arranger ça avant que tu ne t'en rendes compte, a-t-elle écrit. Elle a admis qu'il y avait eu des moments où elle savait que je pouvais découvrir la vérité, mais elle a continué. Parce que s'arrêter aurait tout exposé d'un coup. J'ai lu cette phrase plusieurs fois, non pas parce que je ne la comprenais pas, mais parce qu'elle expliquait plus que je ne l'aurais imaginé. Elle ne décrivait pas une erreur. Elle ne parlait pas d'un faux pas. Elle décrivait une chaîne de décisions, chacune faisant sens pour elle à l'instant T, même alors que tout sombrait. Au début, elle n'avait rien dit à personne. Puis elle a admis que nos parents savaient que quelque chose n'allait pas. Pas tout, mais assez. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu que ça aille si loin, qu'elle prévoyait de régler ça avant que je sois à nouveau impliqué. J'ai fini de lire et j'ai posé mon téléphone, comprenant que cela ne changeait rien. Je n'ai toujours pas répondu. Ce n'était pas une question de ce qu'elle avait voulu faire. C'était une question de ce qui avait été fait. Le 5e jour, ils sont venus à mon appartement. Je les ai vus à travers l'entrebâilleur. Avant d'ouvrir. Ils étaient tous les trois serrés, comme s'ils étaient venus avec le même objectif, mais sans se mettre d'accord sur la façon de commencer. Mon père légèrement en avant, ma mère à ses côtés, ma sœur juste derrière, les bras enlacés autour d'elle.
J'ai ouvert la porte et je me suis reculé juste. Assez. Aucun d'eux n'est entré. Il faut qu'on parle, a dit mon père. Sa voix était contrôlée, mais pas stable comme avant. On est en train de parler. Ai-je répondu. Il a jeté un œil à l'intérieur, puis m'a regardé. Les comptes sont bloqués. Les paiements ne sont pas passés. Les banques appellent. Tu dois arranger ça. Puis, comme si tout était de ma faute, cela ne serait jamais arrivé si tu avais simplement aidé. Le mot « arranger » a flotté dans l'air. Tout a déjà été signalé, ai-je dit. Il y a un dossier en cours. Ma sœur s'est avancée, la voix tremblante. J'allais gérer ça. J'avais juste besoin d'un peu plus de temps. Tu as déjà eu du temps, ai-je rétorqué. Elle a secoué la tête vivement. Je ne pensais pas que ça prendrait de telles proportions. Je pensais pouvoir tout clôturer avant que ça ne te retombe dessus. C'est arrivé jusqu'à moi il y a longtemps, ai-je dit. Je ne l'avais juste pas vu. Ma mère a pris la parole, plus doucement que je ne l'aurais cru. On savait que quelque chose n'allait pas. Pas tout, mais assez pour savoir que ce n'était pas stable. J'ai attendu, a-t-elle ajouté. Elle n'a rien dit de plus. C'était le moment de tout arrêter, ai-je dit. Personne ne l'a fait. Mon père a expiré lentement, comme s'il essayait de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappait totalement. Tu peux encore les appeler, a-t-il dit. Explique-leur. Dis-leur que c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur, ai-je affirmé. Et ce n'est pas quelque chose que je peux retirer. Le dossier est déjà transmis au contentieux. Puis j'ai ajouté, d'une voix stable. Vous avez décidé ce que j'étais pour vous il y a 5 jours. Ça, c'est juste. La partie que vous ne contrôlez plus. Un silence a suivi. Pas celui qui laisse place à la discussion. Celui qui ferme la porte. Je suis resté là, tenant la porte telle qu'elle. Sans l'ouvrir. Sans la fermer. Personne ne s'est avancé. Après un moment, je l'ai fermée. Après cela, tout a avancé sans moi. Les comptes ont été révisés au fil des semaines suivantes. Certains ont été blanchis rapidement une fois que les incohérences ont été prouvées. D'autres ont pris plus de temps, mais la direction n'a jamais changé. Le dossier a suivi son cours, géré par des gens qui n'avaient pas besoin de moi pour avancer. Ma sœur a été poursuivie pour fraude financière. Je ne l'ai pas appris par elle. Je l'ai appris par mon avocat dans une brève mise à jour factuelle. Mes parents ont aussi été entraînés dans la spirale. Pas d'abord comme accusés, mais comme complices par omission. Il y avait des conséquences qu'ils ne pouvaient éviter. Nous ne nous sommes plus jamais parlé. Il y a encore des moments où je saisis mon téléphone par habitude. Puis je me souviens pourquoi je ne le fais plus. Ma santé financière s'est rétablie lentement, pas d'un coup, mais assez pour sentir la différence. Les chiffres ont commencé à refléter ce que j'avais réellement fait, et non ce qui m'avait été imposé. Je suis resté dans mon appartement, j'ai gardé une vie simple, je n'ai pas essayé de reconstruire ce dont je n'étais pas sûr de vouloir, et la distance ne m'a pas semblé être une perte comme je l'aurais cru. Parfois, je pense à la facilité avec laquelle les choses auraient pu basculer, à quel point rester silencieuse aurait pu maintenir une illusion de calme pendant un temps, mais cela n'aurait rien changé à l'issue. S'il y a une chose que je comprends maintenant, c'est celle-ci, la clarté a un prix. Éviter ce prix ne rend pas les choses meilleures. Cela ne fait que les dissimuler un peu plus longtemps. Se protéger, ce n'est pas tourner le dos à quelqu'un, même si c'est ce que l'on ressent au début. Je ne sais pas si tout le monde ferait le même choix. Je sais juste ce que cela m'a coûté et ce que cela m'a rendu. Aujourd'hui, le matin, je m'assois à ma table de cuisine avec une tasse de café,
et le silence ne semble plus vide du tout.